Donc on a la chance d'accueillir le professeur Elio Riboli qui nous vient de l'Imperial College à Londres et qui va nous présenter des travaux donc, autour de la cohorte EPIC, hein, qui est vraiment une cohorte formidable au niveau européen, 10 pays, plus de 500 000 participants, et qui a là aussi apporté tout un ensemble de connaissances clés qui ont vraiment structuré ce domaine nutrition-santé et dont, qui continue aujourd'hui à être extrêmement encore prolifique. Et donc voilà, j'ai eu la chance moi de connaître Elio Riboli et Teresa Norad lors de notamment mon postdoc à l'Imperial College à l'époque en 2010, et je suis vraiment très honorée de recevoir Elio aujourd'hui. Eh bien, un grand merci Mathilde, c'est un grand plaisir d'être là avec toi, avec des collègues dans une institution qui est très très connue et donc avoir l'opportunité de, dans la suite de ta présentation, disons, rester sur le thème des grandes études de population. Parce qu'on entend parler de plus en plus, dans les sens positives, je veux dire, on entend souvent dans la presse citer des résultats ou dans les systèmes de santé publique faire référence à ces résultats des études de population. Mais là, je vais faire avec vous, c'est une opportunité pour le faire, un bond en arrière, parce que parfois, c'est utile pour juger les résultats qu'on nous présente, ce qu'on lit, de comprendre pourquoi, il y a 10, 20 ans, on s'est lancé à faire des études d'une telle importance en termes de taille, et pourquoi maintenant on en fait des encore plus grandes. Parce qu'il y a évidemment des raisons scientifiques, disons, de questions scientifiques derrière qui nous ont guidés. Voyons si j'ai fait... Voilà. Alors, je vais essayer de parler en français, avec des diapos en anglais. J'espère que ça va marcher. Donc, je vais partir, disons, je vais m'occuper de trois points fondamentaux. Le premier est, comme je viens de vous dire, pourquoi on s'est lancé à faire des études sur des centaines de milliers de sujets. Donc, Nutrinet Santé est un des exemples les plus récents et aussi technologiquement plus avancé. Alors, il faut penser que beaucoup de ces études sont nées pour une raison très précise. Sont nées pour la question disons, de l'étude des liens entre mode de vie, alimentation et cancer. Parce que pour beaucoup d'autres pathologies, comme des pathologies cardiovasculaires, on n'a pas besoin de 200 000 personnes. On n'a pas besoin de 300 000 personnes. L'étude Framingham, conduite à l'ouest de Boston il y a 40 ans, était une étude de 7 000 8 000 personnes. Il nous a pratiquement donné tout ce que nous connaissons sur les facteurs qui prédisent le risque cardiovasculaire. Nous utilisons encore en clinique le score Framingham, qui vient de ce petit patelin à 40 km à l'ouest de Boston. Mais quand on parle de cancer, il y a une première grande difficulté, c'est que les cancers en particulier, pris un par un, sont rares. Donc, il faut des grands nombres de sujets pour avoir un nombre suffisant de cancers après. Deuxième, on a, comment on peut dire, on a une connaissance que l'histoire biologique qui nous amène d'un individu sain à un individu qui a un cancer sous une forme clinique est très complexe, et donc il faut un suivi. Et là, je vais essayer de faire en courant un siècle d'histoire en 40 minutes. Ne vous inquiétez pas. Donc, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à la question nutrition et cancer après avoir, pendant des années, travaillé sur les expositions professionnelles, les expositions aux substances chimiques dans l'environnement et en milieu industriel. Et vous verrez un peu pourquoi. C'était pour une question vraiment une question scientifique. Pour l'histoire, au début du 1900, au début du siècle, des grands chercheurs, je veux dire
ou des chercheurs qui ont pris des prix Nobel, se sont intéressés à l'alimentation dans des modèles de laboratoire et ont vu qu'en général, il y avait un résultat paradoxal, c'est-à-dire si on laissait les animaux se nourrir ad libitum autant qu'ils en avaient envie, on avait plus de facilité à voir des tumeurs grandir. À l'époque, on ne savait pas encore comment induire un cancer. On était capable de transplanter une tumeur d'une souris à une autre souris. Et la tumeur poussait mieux chez une souris très bien alimentée et poussait moins bien, ou du tout, dans une souris où on réduisait son apport alimentaire. La chose encore plus étonnante est que si on induisait chez la souris une activité physique, parce qu'on avait déjà inventé il y a un siècle la petite roue qu'on mettait dans les cages des souris, donc il y avait les souris avec la petite roue dans la cage et les cages sans roue, donc les souris qui étaient sédentaires et les souris qui pouvaient courir. Les souris qui pouvaient courir avaient moins de cancer que les souris qui ne pouvaient pas courir. Tout ça s'est accumulé. Le génie de cette recherche était M. Tannenbaum, qui, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, à Chicago, a créé une équipe qui a travaillé à l'Université de Chicago sur des milliers et milliers d'animaux. Ben, évidemment, il y avait à l'époque moins de protection sur l'utilisation des animaux dans la recherche, mais chaque époque a ses mérites. Voyons si j'arrive. Non, c'est ça. Et Tannenbaum, par exemple, était le premier à montrer qu'une alimentation des rongeurs riche en graisse était favorisait le développement de tumeurs mammaires chez des animaux qui étaient génétiquement sélectionnés pour avoir un risque plus élevé. Donc là, il n'y a pas de carcinogène chimique, il n'y a rien qui induit le cancer. Le seul risque de cancer est génétique et plus on donne de graisse dans l'alimentation, plus il y a de tumeurs. Il a fait des études après avec des milliers et des milliers de cancers, d'animaux, publiés en 1953, Academic Press. Ce sont des choses absolument historiques. Et là aussi, il a approfondi la question de l'apport calorique, l'excès d'apport calorique par rapport à l'interaction là-dedans avec une substance estrogénique qui cause le cancer. On voit que plus l'apport calorique est élevé, plus est haut le nombre de cancers qui se forment chez les animaux. Tout ça a été assez bien étudié entre 1914 et 1950-55, mais après, c'est tombé un peu dans l'oubli. Pourquoi c'est tombé dans l'oubli? Dans la recherche, souvent on dit que nous faisons ce que la technologie nous permet de faire. C'est très réductif. Mais la réalité est que les Japonais avaient, dans les années 30-40, réussi à développer la technique pour induire des cancers avec du goudron. Donc, ils avaient été les premiers à passer du concept qu'on prend une substance exogène, on l'applique sur un animal de laboratoire et on cause un cancer. Et de là, on a découvert que plusieurs substances chimiques de différents types, induites soit par voie orale, par injection, par application sur la peau, induisaient des cancers. Donc, on a découvert, qu'on peut dire, une façon de travailler. Et en parallèle, il y a eu des recherches, déjà c'était dans les années 60, sur le fait que probablement le virus Human Papilloma Virus était lié au cancer du col de l'utérus, que le virus de l'hépatite B et de l'hépatite C était lié au cancer du foie. Donc on a rajouté les virus. Après, grâce aux Égyptiens qui nous ont laissé les hiéroglyphiques
du petit bonhomme qui fait pipi avec du sang. On sait depuis cette époque-là que l'infection du schistosoma est liée au cancer de la vessie. Et évidemment, on est à Paris, il y a l'Institut Curie, on sait que les radiations causent le cancer, et il y a eu déjà Hiroshima et Nagasaki. Donc on avait des preuves énormes sur le fait que des substances chimiques particulières, certains virus, certains parasites et certaines radiations causent le cancer. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, tous ces 4 familles? Elles ont la caractéristique de causer des mutations de l'ADN. Et donc, le paradigme scientifique adopté mondialement était le cancer est causé par des carcinogènes. Un carcinogène est un carcinogène parce qu'il modifie l'ADN. Quand on modifie l'ADN, on casse la machine, pour ainsi dire, et il y a une probabilité plus élevée que la reproduction cellulaire soit endommagée, donc que les cellules qui descendent des cellules qui ont été un ADN muté puissent créer un clone, c'est comme ça on l'appelle, un petit groupe de cellules modifiées qui peut pousser, grandir et devenir un cancer. Voilà. Et donc, dans tout ça, la nutrition, on n'avait absolument rien à faire. Parce que dans la nutrition, il n'y avait pas vraiment l'idée qu'en mangeant des pâtes plutôt que de la viande, il puisse avoir des facteurs carcinogènes. Donc, l'idée que la nutrition puisse avoir un rôle causal ou de protection dans le cancer était jugée au mieux une hypothèse intéressante. Mais moi, j'ai travaillé depuis 1983 au Centre international de recherche sur le cancer de Lyon, de l'OMS à Lyon, et sincèrement, on disait que c'était « it's a joke », donc c'est pas une chose sérieuse. Et même l'unité, nous avions une unité de host factor, c'est-à-dire l'host factor, c'est il y a les carcinogènes et il y a l'être vivant, peut être une souris, un être humain. Alors, en recherche, le host factor, c'est l'être vivant chez lequel le carcinogène agit. Et donc, la recherche sur le host factor était essentiellement centrée sur le fait que des carcinogènes peuvent se former de façon endogène, et c'est vrai, ou que le système enzymatique peut nous défendre en éliminant les carcinogènes plus rapidement, ce qui est vrai. Mais l'idée que quelque chose puisse tourner mal dans le système physiologique et en soi-même, disons, contribuer à l'apparition du cancer était scientifiquement refusée. Et il y a 4 choses qui ont changé cette unanimité et on commençait à faire penser que peut-être il y avait une face cachée de la Lune. La première est que dans les années 80-90, pour la première fois, on a commencé à avoir des données sur l'incidence des cancers dans le monde. J'ai pris exprès une diapo de 1998, parce que j'ai des diapos de 2020, mais parce que qui sont beaucoup plus précises. Et là, j'en ai 5 comme ça. Et ça a été un petit peu un choc, parce que ça sont des données d'excellente qualité qui viennent des registres de population du cancer et qui nous disent une chose extraordinaire. Ils nous disent que le même cancer a une variabilité de fréquence, de présentation de la population, qui est énorme dans différentes populations de la planète. Là, ça fait, par exemple, le cancer du sein est 5-6 fois plus fréquent là où c'est en rouge par rapport où là c'est en vert. Et
là où c'est en vert, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de le mesurer. Non, non. Parce que les centres disons, d'épidémiologie du cancer, les registres du cancer de population qui sont utilisés pour produire ces données sont de très très haute qualité. Ils ont une excellente couverture des diagnostics dans la population. Et donc la première question est pourquoi cancer du sein 5 fois plus élevé dans le monde occidental, si vous voulez, que ce soit l'Occident, que ce soit l'Australie, mais c'est comme ça. Et le cancer du côlon et rectum, absolument presque la même chose. On dirait il faut être européen, avoir voyagé dans le monde en transportant nos gènes, et on a le cancer du côlon et du rectum, ce n'est pas la bonne réponse. On a le cancer de la prostate, presque la même chose, avec une exception extraordinaire, sur laquelle je vais éventuellement revenir, et c'est cette tache rouge au centre de l'Afrique. Je casse les suspens en disant que le cancer de la prostate est le seul cancer fréquent dans le monde. Évidemment, on n'a pas qu'un monde, on n'a que notre monde pour le savoir, qui a génétiquement une fréquence beaucoup plus élevée chez la population, les hommes d'origine centrafricaine, une fréquence moins élevée d'une façon génétique, je veux dire, chez les caucasiens, et une fréquence encore moins élevée chez les asiatiques. Donc c'est le seul cancer où les différences connues, identifiées, des caractéristiques génétiques, expliquent une différence, mais une différence de risque individuel de plus 20%, moins 20%, évidemment. Après, il y a tous les autres facteurs qui contribuent au fait que le cancer de la prostate est à peu près 10 à 15 fois plus fréquent là où c'est en rouge que là où c'est en vert. Mais si on prend le cancer de l'estomac, c'est exactement le contraire. Là où c'est vert, ça devient rouge. Et là c'est rouge, ça devient vert. Et on peut penser les choses les plus critiques, pour ne pas dire horribles, des fast-food américains, mais le cancer de l'estomac a sa fréquence la plus faible au monde, aux États-Unis et en Angleterre. Donc, il faut prendre acte que quand on dit cancer, on dit des maladies différentes, qui ont des causes différentes, et pas tomber dans des automatismes. Le cancer de l'œsophage, là, j'ai pris les femmes exprès, a une fréquence beaucoup plus élevée dans le sud-est asiatique, dans le sud d'Afrique. Je me rends compte que je n'ai pas le diapo du cancer du foie, c'est pratiquement la même chose. Le cancer du foie est 10 fois plus élevé aujourd'hui en Chine et tout le sud-est asiatique, et ça va avec qu'en Europe, qui est qu'en France, et ça va avec l'hépatite B et l'hépatite C, même si les choses sont en train de changer, on va y revenir, parce que dans nos pays, l'obésité est devenue le principal facteur de risque du cancer du foie. Tout ça, c'était un choc, parce que tout ce qu'on connaissait sur ces carcinogènes chimiques, physiques, etc., ne pouvait expliquer en aucune façon ces variations qui vont dans un sens et dans l'autre. Donc on ne peut pas dire que c'est l'industrie qui cause tous les cancers, parce que le cancer de l'estomac est beaucoup plus fréquent là où l'industrie, il n'y en avait pas du tout. Et le cancer du foie, pareil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de carcinogènes industriels. Ça ne veut pas dire qu'une explication seule n'explique pas tout. C'était ça, pour ainsi dire, la bataille culturelle de l'époque. Alors on a vu ça, et il y a eu des premières études de collègues, c'était il y a un demi-siècle, qui ont pensé de prendre des données de consommation alimentaire de population et des données d'incidence ou de mortalité, et dire, voyons s'il y a une corrélation géographique. Il y en a plein. Il y a plein de corrélations géographiques qui ont suggéré à l'époque que, par exemple, le risque de cancer, là c'était le cancer du sein, augmente avec la consommation de graisse dans
dans la population, on peut tout simplement dire « Ah, mais c'est évident, c'est parce que là, il y a des pays riches où il y a une différente histoire reproductive des facteurs, et là, il y a les pays pauvres, mais là, il y a le Japon. » Alors, le Japon a été l'exception dans les années 50, 60, 70, 80, 90, parce qu'il était un des pays avec le taux d'incidence le plus faible du monde du cancer du côlon et du rectum et du cancer du sein, tout en étant un pays en pleine explosion de développement industriel. Donc, il y avait quelque chose dans les 180 millions de Japonais, qui sont en train de devenir de moins en moins, mais disons, qui était extraordinaire. Là, par exemple, c'est la consommation de viande avec l'incidence du cancer du côlon. Ça fait partie d'une thèse de doctorat à Oxford avec Sir Professor Richard Dole, membre de la Royal Society, qui a découvert le rôle du tabac dans le cancer du poumon, et Bruce Armstrong, qui est devenu après un des épidémiologistes du cancer les plus importants. Il était un jeune garçon qui faisait ces choses-là. Et donc, qui a dit, mais peut-être la viande a quelque chose à voir avec le cancer du côlon, mais ça n'avait pas de sens, disons, d'un point de vue de la connaissance biologique. Après, il y a toujours un après. Aux États-Unis, à la fin des années 70, il s'est passé une chose bizarre. Il y avait toute une série de chercheurs, comme moi, qui faisaient de l'épidémiologie, des facteurs d'environnement, et qui avaient conclu que 80-90% des cancers étaient dus aux facteurs d'environnement. Pourquoi? Parce qu'en faisant les différences entre là où il y en a plus et là où il y en a moins de cancers, et en étudiant, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, ce qu'on appelle les études de migration, c'est-à-dire les Italiens qui de l'Italie ont été en Australie, les Chinois qui ont été aux États-Unis, les Japonais qui ont été aux États-Unis, par exemple. Ils ont étudié les variations de cancer dans la première génération, dans la deuxième génération. Et donc, en général, on voit qu'au bout de 2 générations, les populations migrantes acquièrent la même incidence du cancer que les populations autochtones. Donc, même s'ils voyagent avec leurs valises et leurs gènes, ils ne laissent pas les gènes à la maison, donc ils amènent avec eux les gènes, et avec le même système génétique, ils acquièrent l'incidence de cancer de la population autochtone. Donc, c'est utilisé encore maintenant, comme un élément très très fort pour dire que les facteurs d'environnement sont les facteurs qui dominent, qui expliquent ces variations. Fantastique. La question est, qu'est-ce que c'est un facteur d'environnement? Est-ce que c'est un carcinogène chimique ou est-ce que c'est un ensemble de facteurs? Nous venons d'entendre Mathilde Touvier nous en parler. Et là, il y a eu 2 rapports qui ont, à l'époque, changé. Vraiment, c'était, en anglais, on dit des milestones. On changeait la perception, on sémait le doute. Un rapport, c'était le rapport de Sir Richard Dole, donc des Britanniques d'Oxford qui ont été appelés au secours par l'Institut national du cancer des États-Unis, qui a dit, écoutez, ici, on est dans une situation politique infernale parce qu'on nous dit que on ne peut plus boire l'eau, on ne peut plus respirer l'air, tout le cancer est dû aux facteurs chimiques, aidez-nous à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, eux, ils ont conclu qu'un tiers des cancers aux États-Unis était causé par le tabac, un tiers des cancers était causé par l'alimentation. Ça, c'était le choc de l'année, évidemment, 1981. Et un certain nombre de cancers étaient causés par des facteurs d'exposition occupationnelle, par la pollution atmosphérique, par des virus, par ceci, par cela, par de l'utilisation de substances hormonales, mais que le gros était tabac, eux ils l'appelaient diet, ils ne l'appelaient même pas nutrition, ils l'appelaient diet. Et après venait
tous les autres. Donc, révolution. Révolution suivie une année plus tard par le fait que l'Académie nationale de sciences des États-Unis publie, on l'appelait The Green Book. On circulait avec le Green Book là, sur le bras pour montrer qu'on l'avait lu. Et donc, le Green Book qui dit il faut revoir tout parce que la nutrition et l'alimentation, le type d'aliments qu'on mange, mais aussi peut-être d'autres facteurs beaucoup plus complexes pourraient influencer le risque de cancer. Et cela a stimulé plein de choses. A stimulé une première vague d'études sur les causes du cancer, faite avec une méthode que nous appelons cas témoin. Certainement, Mathilde a déjà cité ça. Donc, c'est très pratique parce qu'on prend des sujets chez qui on vient de diagnostiquer le cancer, on les interroge, on collecte des données sur leur histoire et on prend un groupe de témoins. En général, on dit de contrôle. Mais pour une raison bizarre, l'association de l'épidémiologie de langue française, il y a 40 ans, a décidé qu'en France, il ne faut pas dire cas contrôle, mais il faut dire cas témoin, parce que cas contrôle est un anglicisme. Donc en France, on les appelle les études cas témoin. Le mot contrôle, si on rentre dans le Webster Dictionary, on dit mot français qui veut dire contre-rôle dans un registre. Là, on met l'administration, combien on a dépensé, et là, on vérifie. Donc, le mot contre-rôle est un mot français pour les Anglais, mais un mot anglais pour les Français. Donc, ce qui fait que la France est le seul pays dans le monde qui ne dit pas case control studies. Mais en tout cas, les études sont les mêmes. Comme quoi, non? Donc là, on s'est lancé sur ce qu'on pouvait faire. On a étudié l'alimentation de l'œsophage, par exemple, dans le Calvados. On a trouvé que la consommation de fruits et légumes était protégée contre le cancer. On a étudié les polypes et les cancers du côlon à Marseille. On a trouvé la même chose. Et on a trouvé que la consommation d'alcool et de bière était mauvaise. On a étudié le cancer de la vessie en Espagne. Là aussi, on a retrouvé que le rapport fruits et légumes et autres aliments d'origine animale avait un rôle protecteur, etc., etc. Donc on a plein d'études, même des milliers de sujets, qui suggéraient, mais j'utilise le mot suggérer, que l'alimentation pouvait avoir un rôle dans le cancer. Le petit problème est que passer de la suggestion à la connaissance, ça fait un grand pas. Parce qu'on peut, comme disait Mathilde, on peut parler d'association, mais nous sommes intéressés à découvrir des effets. Parce qu'avec les associations, on peut spéculer, mais c'est la différence entre croire ce qu'on voit et voir ce qu'on croit. Donc on veut avoir des évidences scientifiques. Et la grande difficulté d'avoir des évidences scientifiques est la séquence temporelle dans le cancer. En 1990, j'ai eu la chance, on m'a demandé de d'accepter un rôle qui était défini à l'époque une tentative de suicide professionnel, c'est-à-dire de devenir responsable du programme Nutrition et Cancer, parce que la plupart des collègues pensaient que c'était une perte de temps totale. Donc, je reviens sur ces causes du cancer. La question fondamentale n'était pas qu'est-ce qui est associé au cancer, mais qu'est-ce qui cause le cancer, parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous voulons connaître mieux ce qui cause le cancer, parce que si on connaît les causes, on peut les modifier. On a bien démontré que le cancer du poumon est causé essentiellement par le tabac. Le cancer du poumon a fait comme ça comme incidence chez les hommes et a fait comme ça après que dans les années 70-80, la consommation de tabac chez les hommes a diminué. Je laisse tomber le fait que ça continue à faire comme ça chez les femmes,
Donc maintenant, en Angleterre, par exemple, on a atteint l'égalité homme-femme. On a le même nombre de cancers du poumon chez les femmes que chez les hommes depuis 2-3 ans. Parce que, pour des raisons très complexes que nous sommes en train d'étudier, le même message n'a pas eu le même effet. Mais ça, c'est une déviation. Mais là, on connaît la cause. Il y a une cause connue. Il y a 40-50 carcinogènes dans la fumée de tabac. On sait que ça marche comme ça. On sait que si on enlève l'asbeste de l'environnement, on aura moins de mésothéliome. On sait que si on élimine l'exposition à l'human papilloma virus, on n'aura presque plus de cancer du col de l'utérus. On sait que si on réduit la prévalence des hépatites B et C, on aura une réduction, comme on a eu, extraordinaire de l'incidence du cancer du foie, etc., etc., etc. Et quand on a l'équivalent pour ce qu'on appelle les facteurs nutritionnels, à ce moment-là, on ne savait pas bien quoi faire, parce qu'il y a toute cette liste de cancers, le cancer du sein, prostate, côlon, rectum, endométrium, kidney, pancréas, qui font une bonne partie des cancers. Chez la femme, ça fait 2/3 des cancers, pour lesquels on n'a aucun des facteurs cités auparavant, pour lesquels on a trouvé un rôle clair ou aucun rôle en réalité. On peut même exclure que ces facteurs-là ont un rôle dans ces cancers. Donc la question devient, est-ce que le processus de carcinogénèse requiert la présence d'un carcinogène, ou est-ce que la modification d'autres facteurs dans notre organisme, de ce qu'en anglais on appelle une dysregulation, une dérégulation des processus endogènes physiologiques, ce qui nous tient en vie, évidemment, est suffisante pour deux choses. Sélectionner des cellules qui spontanément ont des mutations. Alors maintenant, il y a des études publiées dans Science depuis quelques années dans des chercheurs extraordinaires qui ont vu qu'il y a une fréquence spontanée de mutations, qu'il y a des systèmes d'identification dans nos cellules de mutations, de réparation de l'ADN et de transmission de l'ADN d'une façon intègre. Donc on corrige. C'est comme un livre dans lequel on voit une faute de frappe, et il y a quelqu'un qui arrive à dire il y a une faute de frappe, il y a deux possibilités. On arrache la page et on la jette, ou on a une capacité de corriger ce mot avec la faute, et on continue à reproduire le livre sans la faute de frappe. Parce que les erreurs de mutation d'ADN sont des fautes de frappe dans le livre de notre ADN. Et donc ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est qu'il y ait des facteurs qui ne nécessitent pas des mutations, mais qui modifient, disons, la croissance, le développement des tumeurs. À quoi on a pensé? On a pensé au sujet, on a pensé à toute une série de choses qui étaient impensables il y a 20 ans, c'est-à-dire on a pensé que l'obésité, l'activité physique, la croissance très rapide en jeune âge et la taille à un âge adulte puissent être associés avec le risque de cancer, des événements pendant la vie fœtale, des modifications dans l'équilibre métabolique. On a pensé à ça parce qu'il y avait des petites études qui nous ont fait penser à ça. Il y avait une étude en Suède, on a fait le lien, c'était une étude Karolinska Institute, on a fait les liens entre les hospital records des femmes qui ont eu des problèmes de grossesse pour des carences de progestérone estrogène, et les filles de ces femmes 40 ans plus tard, avaient une incidence de cancer du sein plus faible. Donc, on a dit, les femmes nées chez une mère où il y avait une carence d'estrogène et progestérone en utérus ont un risque plus faible.
comme on pense que l'environnement maintenant a changé, il y a des niveaux plus élevés d'une façon spontanée, voilà, ça veut dire que peut-être le cancer du sein commence en utérus. Où il y a toutes les études, maintenant il y en a des dizaines, qui montrent que la taille est liée à la probabilité d'avoir un cancer et d'avoir une maladie cardiovasculaire, en sens opposé. Plus on est haut, plus est élevé le risque d'avoir un cancer et d'en mourir, plus on est haut et plus faible est le risque. Dans EPIC, c'est à peu près 20% pour ceux qui font 1,85 m, 80-85 par rapport à 1,60 m, il y a un risque il y a 20% de plus de probabilité d'avoir un cancer et il y a 25% de probabilité de moins d'avoir une maladie cardiovasculaire. On pense que tout ça est lié aux hormones de croissance. Et on pensait, et maintenant on l'a même démontré, et donc je veux dire, il y a des choses très très complexes derrière tout ça qui nécessitent une étude de cohorte. Comme Mathilde l'a décrit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prendre des dizaines, des centaines de milliers de sujets, il faut avoir leur collaboration, leur participation, leur bienveillance, collecter beaucoup de données, le mettre à côté, collecter des échantillons de sang, faire un suivi, utiliser les biomarqueurs pour mieux comprendre les expositions, utiliser des biomarqueurs qu'on mesure dans le sang pour mieux comprendre les facteurs de risque et arriver vers le diagnostic de la maladie et voir ce qui différencie ceux qui vont avoir la maladie et ceux qui ne l'ont pas, mais en se mettant dans l'échelle du temps qui va du facteur de risque à la maladie pour faire une différence entre facteur de risque et cause. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la situation qu'on peut dire très particulière, right place at the right time, de proposer de faire une étude de ce type à niveau européen et petit à petit, les collègues des 10 pays nous ont rejoints. Il y a toute une histoire qui prendrait beaucoup de temps, mais j'ai, disons, construit l'étude EPIC grâce au fait qu'il y avait toute une série de collègues qui avaient des idées comme la mienne, qui se posaient les mêmes questions scientifiques, qui avaient commencé d'un côté ou de l'autre à réfléchir, à faire quelque chose. Et je vais souligner que l'étude EPIC est née en France, parce qu'elle est née, disons, à Lyon, où le centre de recherche sur le cancer de l'OMS est basé, et grâce au fait qu'il y avait déjà l'étude E3N, Mutuelle Générale de l'Enseignement National, la cohorte, qui commençait à Paris avec Françoise Clavel. Donc on a été vraiment tout à fait au début. On s'est lié aux collègues de Cambridge, qui étaient très, très intéressés à l'idée, des collègues de Malmö, où j'avais commencé à travailler quelques années plus tôt pour voir la faisabilité d'une étude de prospective, aux collègues de Milan, qui avaient commencé une petite étude sur 10 000 femmes, à l'époque ça devenait petite, pour étudier les cancers du sein, et toute une série de collaborations avec l'Espagne, avec la France, etc., sur des études cas témoins et sur la nutrition. Il y a des collègues qui ont été clés, qui ont pris le courage de main pour se lancer dans quelque chose qui aurait donné des résultats pour certains entre eux, beaucoup après l'âge de retraite. Donc, certains de ces collègues ont lu les résultats d'EPIC après avoir s'être retirés, ou ça va, retiré, je ne parle pas d'âge de retraite, pardon. Et donc, on a inclus un demi-million de sujets pour à peu près 400 000, un peu plus. On a collecté, en plus de données que vous avez vues, Mathilde était très semblable, on a collecté donc des échantillons de sang. Et ça c'est les schémas de 30 ans, pratiquement, de la phase de collection de données, le suivi, le lien avec les registres de population pour l'incidence du cancer, et finalement, quand on a travaillé pendant tout ce temps, après,
on peut gagner le prix de pouvoir lier l'apparition des cancers à toutes ces mesures qu'on a fait auparavant, ou ces échantillons que nous avons collectés, en grande partie avec, comment on peut dire, avec un but, comment on peut dire, totalement ouvert, agnostique. Je me souviens quand je présentais cette idée la première fois au conseil scientifique du Centre international de recherche sur le cancer, la critique principale était « vous n'avez pas une hypothèse a priori ». J'ai dit « non, je n'ai pas une hypothèse a priori de tout ce que je peux mesurer dans le sang, parce que je suis en 1992 et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on pourra mesurer en 2010 d'un point de vue technologique. Imaginez-vous que la critique principale était que c'était une perte de temps ridicule de stocker de l'ADN, parce que qu'est-ce que vous allez faire avec l'ADN? Ça ne sert à rien. Je veux dire, on n'a pas la technologie pour faire des mesures dans l'ADN. Seulement 10 ans après, il y a eu la révolution de la technologie de la génomique qui permet maintenant de mesurer des centaines de milliers de variations génétiques à des prix de $50 par sujet. Donc, je veux dire, c'était amusant. Donc, on a créé une grande banque biologique à Lyon pour la moitié des échantillons de chaque participant, parce que ça c'était très, comme on peut dire, collaboratif et démocratique, et chaque centre qui collabore a l'autre moitié des échantillons, de façon que si quelque chose se passe, on a quand même une possibilité de continuer. À l'époque, à Lyon, on a construit ce centre, ce bâtiment qui est toujours là, 150 cours Albert Thomas, et c'est la banque biologique de PIC. On a dit un certain temps, pas seulement aux échantillons, mais à la question que citait Mathilde avant, la complexité de mesurer l'alimentation. L'alimentation, si chacun de nous fait une pause de 30 secondes et dit « Qu'est-ce que j'ai mangé la semaine dernière ?» Panique, évidemment. Si on essaie de se rappeler exactement ce qu'on a mangé, des quantités, etc. Donc on a eu des années de travail pour identifier des techniques de rappel, des techniques de photographique, des techniques d'identification de l'aliment, d'identification des portions. Donc on a passé réellement 7-8 ans centrés sur comment mesurer le mieux possible quelque chose qui est d'une façon intrinsèque, presque non mesurable. En statistique, on appelle l'alimentation, la quantité d'un aliment mesuré, on l'appelle une variable latente. Variable latente, c'est que par définition, elle ne peut pas être mesurée. Donc on peut seulement l'approximer. On essaie de l'approximer le mieux possible. Une des raisons de faire l'étude de PIC, c'est qu'en Europe, on mange des choses différentes. Et avec un parallèle très forcé entre une étude de laboratoire chez des animaux de labo et une étude d'observation chez l'homme, si on a des sujets qui mangent des choses très différentes, on aura plus d'opportunités après d'énumérer la fréquence de cancer chez les grands mangeurs de fromage et ceux qui ne mangent pas de fromage. Les grands mangeurs de bacalao, de poissons séchés et salés, et les non-mangeurs de poissons séchés et salés. Et donc, c'est pour ça que les centres en Europe avaient été choisis, c'est une des raisons, nord, sud, est, ouest. Une première chose qu'on a fait, c'était de voir si nos données, ça c'est il y a 20 ans à peu près, est-ce que vraiment cette variation est vraie ou c'est seulement dans les dépliants publicitaires des agences qui vous disent allez manger là-bas parce que si vous allez en Espagne, il y aura plein de poissons. Alors là, on a fait 105 diapos qui vous montrent le cercle, c'est la moyenne européenne dans nos données, et rouge pour les femmes et noir pour les hommes, c'est combien la consommation dans ce pays est différente par rapport à la moyenne. Donc on a vu que les Italiens consomment de l'huile d'olive, on l'a vu tout à l'heure
Mathilde. On a découvert que les Italiens mangent des pâtes. Et on a découvert qu'ils mangent beaucoup de fruits, mais qu'ils mangent très peu de pommes de terre par rapport à la moyenne européenne, qu'ils ne consomment pas beaucoup de beurre, et ni de margarine à l'époque au moins, et qu'ils n'aiment pas beaucoup le thé. Ce n'est pas leur tasse de thé, disons. Et on a découvert qu'en Espagne, comme prévu, c'est une des consommations de poissons les plus élevées d'Europe, d'huile d'olive, des légumes, mais ils préfèrent les légumes aux pâtes. Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule alimentation méditerranéenne, il y en a plusieurs. Et ils ont une consommation élevée de fruits, comme c'est prévu. Puis on a vu que les Allemands mangent du beurre et des jus de fruits. Du beurre et des jus de fruits, et ils mangent aussi des saucisses allemandes, processed meat, ce qui est... et finalement, là, on a fait la grande découverte qui nous a failli le prix Nobel de voir que les Anglais boivent du thé. Donc, mais d'une façon évidemment remarquable. Et même, nous avions une cohorte, enfin, en Angleterre, on a 60 000 health conscious, dont une grande partie sont végétaliens. Et eux aussi, ils aiment bien le thé, mais ça c'est... et ne mangent pas de viande. Donc, tout ça, on l'a en plus corroboré avec les marqueurs biochimiques. Donc, par exemple, le lycopène est le principal caroténoïde qui est dans les tomates. Donc, si vous mangez des tomates, vous aurez du lycopène. Et on voit comment les taux de lycopène sont plus élevés dans la Méditerranée, sont beaucoup plus faibles dans le nord de l'Europe, ce qui conforte évidemment les données qu'on avait sur la consommation de tomates. Et on voit là comme cet acide à longue chaîne et icosapentaenoic acid, qui vient essentiellement du poisson et des produits d'origine marine, avait une concentration sanguine très faible à Oxford, très élevée, parce qu'ils sont, à Oxford, c'était des végétariens ou non-meat-eaters, et très élevée dans le nord de l'Europe, Danemark, Malmö, Umeå, Cambridge, North of Spain, c'est-à-dire là où nos données nous indiquent que la consommation de poissons était vraiment fréquente et élevée. Et donc, on a mis tout ça dans une base de données qui, à l'époque, a demandé la construction d'une pièce spéciale avec un système d'air conditionné particulier, une cinquantaine de boîtes de mémoire, de disques, etc., et qui maintenant rentre dans un ordinateur. Mais c'est le progrès. Et voilà. Donc, là, il est midi. Je devrais terminer ma présentation et j'ai quelque chose en plus, mais je ne sais pas si vous avez le temps et la patience de 10 minutes. OK. Donc tout ça, c'est le pourquoi. Est-ce que tout ce travail énorme, pour lequel je veux dire, EPIC a été financé exclusivement par des fonds publics, 50% par l'Union européenne, par un système de co-financing, et 50% par les ministères, les centres de recherche sur le cancer des différents pays. Nous avons été approchés plusieurs fois par des industries alimentaires et nous avons toujours catégoriquement refusé leur aide financière parce qu'on a pensé que dans une entreprise pareille, pour parler de gros sous, 35 millions de coûts, vous savez, entre nous, vous savez qu'il y avait l'écu avant de l'euro. C'était l'euro en version bancaire qui après a été transformé en euro en version monnaie. Voilà. Donc là, cette étude a coûté, sur l'échelle de 15 ans, une trentaine de millions d'euros, et dont la moitié payée localement par les pays, mais la moitié par l'Union européenne. Les études qui sont venues après, qui ont fait la même chose, ont coûté beaucoup plus, parce que là, nous avons eu une quantité gigantesque de travail volontaire. Donc, en partant de ce qui est facile, la première chose est voir si
on retrouve ce qui avait déjà été trouvé. Alors là, on a regardé sur le tabac et l'alcool dans le cancer des voies aérodigestives supérieures, quelque chose sur lequel j'avais travaillé beaucoup au Centre de recherche sur le cancer de Lyon. Et on a retrouvé dans EPIC exactement ce qu'on avait trouvé dans dizaines d'études auparavant, au Calvados, Ille-et-Vilaine, etc. C'est-à-dire, si on consomme plus d'un paquet de cigarettes par jour et on boit presque une bouteille de vin par jour, on a un risque de développer un de ces cancers qui est 50 fois, 49, on peut approximer à 50 fois plus élevé de ceux qui ne fument pas et boivent très peu. Donc, il y a une interaction tabac-alcool qui était très connue, mais la chose intéressante, c'est que d'une façon quantitative, pour tabac-alcool, une étude prospective retrouve exactement la même chose que de dizaines d'études cas témoins qui avaient été effectuées avant, parce que tabac-alcool sont faciles à mesurer. C'est une chose très précise. Les cigarettes, c'est le verre de vin. C'est beaucoup plus compliqué d'évaluer qu'est-ce qu'il y a dans une salade. Et là, c'est quand on arrive aux salades. C'est-à-dire, dans les mêmes cancers, on trouve qu'une fois qu'on a tenu compte du tabac et de l'alcool, consommer plus de fruits et de légumes réduit à peu près la moitié le risque d'avoir un cancer, de ces cancers. Donc, c'était quelque chose qui a commencé à nous donner un petit peu d'enthousiasme. Là, je vous montre une série de diapos sur le cancer du côlon et du rectum. Le cancer du côlon et du rectum est un cancer pour lequel, jusqu'il y a quelques années, on connaissait seulement les risques génétiques. On savait qu'il y avait un pourcentage faible de la population qui avait différentes mutations qui, mis ensemble, pouvaient expliquer 5 à 10% des cas de cancer du côlon. Mais pour le reste, essentiellement, c'était un cancer qui restait mystérieux, pour lequel on a des méthodes de diagnostic précoce et on a développé des méthodes de traitement qui sont de plus en plus meilleures, efficaces, je dirais. Mais d'où venait le cancer du côlon, jusqu'à 10 ou 15 ans, c'était vraiment mystère. Là, je présente rapidement comment on est passé d'un état d'ignorance à un état de raisonnable connaissance. Il y a toute une série de facteurs qui sont dans cette boîte rouge, qui sont les facteurs alimentaires qu'on connaît, les facteurs d'activité physique, de déséquilibre de l'apport énergétique. Et la cascade que nous avons démontrée avec toute une série de biomarqueurs qui amène à une augmentation de l'angiogénèse, donc de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, une diminution de l'apoptose, qui est la mort cellulaire contrôlée qui est nécessaire. Nos cellules doivent mourir, sauf les cellules de notre cerveau, parce qu'on n'en a pas de rechange, et donc une augmentation de la prolifération cellulaire. Donc, ces triangles, c'est les triangles de Bermuda qui poussent à la croissance d'un clone muté. Et de l'autre côté, il y a deux voies. Un, c'est la voie inflammatoire. C'est toujours à voir avec les cytokines, donc la voie inflammatoire. Mais de ce côté, ça part des adipocytes, donc des cellules de tissu adipeux, qui produisent plus de leptine et moins d'adiponectine, et qui amènent donc une augmentation de la survie des cellules au-delà de ce qui est raisonnable d'un point de vue physiologique. Et là, c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique, avec une augmentation de l'interleukine 6, interleukine 1 bêta, et la modulation, là la flèche devrait être dans l'autre sens, excusez-moi, du tumor necrosis factor alpha. C'est un facteur principal qui indique des processus d'inflammation chronique. C'est le facteur principal qu'on traite pour l'arthrite rhumatoïde, par exemple. Donc tout ça rentre dans un vortex d'inflammation qui a un effet sur la survie cellulaire. Tout ça rentre dans une cascade qui a à faire avec l'angiogénèse. Et comme le temps est bref, je vais juste me fermer sur quelque chose. Un,
nous avons démontré, et ça a été après accepté, que la consommation de fibres alimentaires est décidément associée d'une façon causale avec une réduction du risque du cancer du côlon. On a montré que c'est spécifiquement pour le côlon, exactement comme la biologie nous le suggère. Et donc, une consommation de 30-35 grammes de fibres par jour est associée avec une réduction de la moitié du risque de développer un cancer du côlon par rapport à une consommation plus faible. Consommation de viande, ça reste l'étude, disons, la milestone de la recherche sur viande et cancer du côlon et du rectum. Les viandes, donc les charcuteries, surtout quand on parle de charcuterie ici, on parle de charcuterie style italienne, c'est-à-dire les morceaux de viande salée, parce qu'en France, on utilise charcuterie comme un type de gastronomie. Là, c'est viande conservée par salaison, viande fraîche, augmente le risque de cancer, plus augmente la consommation, tandis que la consommation de poissons est associée avec une réduction. Cela explique beaucoup de choses, explique le Japon où on ne mangeait pas de viande de mammifères, qu'on ne mangeait que de la viande, que du poisson. Et ça, c'est maintenant catégorie 1 et catégorie 2 dans les carcinogènes du Centre international de recherche sur le cancer. Est-ce qu'il faut être végétarien? Il y a plein de raisons pour l'être, mais il faut aussi calculer que là, c'est un tout petit risque, 1,2. Donc, c'est un facteur qui rentre. Il faut, nous entrons maintenant dans cette conception que ce n'est pas comme le tabac. Le tabac est un facteur très important qui, tout seul, cause beaucoup de dommages. Ici, on est dans des dizaines et des douzaines de facteurs qui s'accumulent. L'obésité, oui, l'obésité est un facteur de risque, surtout si on prend en compte l'obésité abdominale, parce que soit chez l'homme que la femme, c'est l'obésité abdominale qui est liée à une augmentation du risque du cancer du côlon. Et là, on rentre dans la complexité du syndrome métabolique, parce qu'on passe d'une vision, disons, singulière et séparée d'un facteur, un effet, sur plusieurs facteurs rentrent ensemble, modifient notre équilibre métabolique, surtout en modifiant la sensibilité cellulaire à l'insuline, donc il faut plus d'insuline pour utiliser les sucres. Et là, c'est le point de départ du déréglage. Nous avons été les premiers à mettre ça en évidence en 2001 avec une étude sur 15 000 femmes à New York City. C'est une étude de cohorte petite pour maintenant, dans laquelle on a démontré que plus on a de C-peptides, le peptide C est une partie de la molécule de l'insuline qui rend l'insuline inefficace. Quand l'insuline est sécrétée, le peptide C se détache et l'insuline devient efficace. C'est comme dans une grenade, on enlève ça et ça peut exploser. Voilà, Et dans EPIC, on a confirmé ça. Donc, le déréglage dans le sens de la nécessité d'avoir plus d'insuline, dans nos recherches, devient un des facteurs centraux. Et tout ce qui contribue à une insulinorésistance, donc à un excès de production d'insuline par le pancréas est mauvais. Là, c'est une étude où nous avons montré que si on prend obèse et non obèse, insuline élevée, insuline faible, c'est-à-dire syndrome métabolique mince, syndrome métabolique obèse, ce qui domine, c'est d'avoir le syndrome métabolique. Et cette caractéristique, syndrome métabolique lean, ça a été découvert dans les années, à la fin des années 1970. C'était appelé syndrome X, et c'était dans le domaine cardiovasculaire, parce qu'on avait noté qu'il y avait un pourcentage important de malades avec des problèmes coronariens qui étaient minces, mais qui avaient toutes les caractéristiques métaboliques, de cholestérol, de pression artérielle de quelqu'un qui était obèse. Mais il n'était pas obèse, donc c'était appelé syndrome X. Ça veut dire que l'obésité est un facteur qui amène au déréglage de notre système métabolique, mais après il y a l'activité physique et après il y a l'alimentation.
Là, on voit par exemple que si on prend l'obésité abdominale avec l'excès d'insuline, c'est le pire est d'avoir une obésité abdominale et avoir des taux d'insuline élevés pour le cancer du côlon. Ça double le risque par rapport à être mince avec des taux faibles. Là, on avait publié cette étude, on montrait que pour le cancer du côlon, les mêmes facteurs de risque que ce qu'on trouve normalement pour les maladies cardiovasculaires étaient valables, c'est-à-dire un cholestérol HDL élevé et associé avec un risque diminué. Des triglycérides élevés sont associés avec un risque de cancer du côlon augmenté. D'autres collègues viennent de faire des études génétiques sur des variantes génétiques qui apportent à avoir plus de cholestérol HDL et plus de triglycérides. On trouvait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a derrière quelque chose, un point de convergence entre le métabolisme du cholestérol et le risque de cancer qui est en train d'étudier. Je saute ça. L'inflammation. Tout le monde peut-être a eu l'expérience d'avoir une prise de sang, un examen, et un des examens courants, c'est CRP, la protéine C-réactive, qui est un indicateur général, banal, d'avoir une inflammation. On peut avoir mal aux dents, on peut avoir un rhume, on peut avoir une maladie sérieuse. Et nous trouvons que les taux élevés, mesurés une fois dans la vie, de protéines C-réactives prédisent une augmentation de 50% du risque de cancer du côlon et du rectum. On trouve que les taux oxydatifs dans le sang, c'est un examen du sang dans lequel on teste la capacité totale oxydative du sang. Donc c'est dans l'histoire des radicaux libres, prédit une augmentation du cancer du côlon et du rectum. Et donc, on retombe là sur cet ensemble où, d'une boîte noire, où on voyait que d'un côté, tout simplement, on demandait au sujet qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous pratiquez un peu d'activité physique, et donc, on regardait le risque de cancer. À une boîte ouverte dans laquelle on a des biomarqueurs, on a une séquence biologique qui va d'un facteur comportemental à des variations mesurables de chemin biologique qui nous expliquent pourquoi cet ensemble de facteurs augmente le risque d'avoir un cancer du côlon. Donc on arrive, et avec ça je termine, on arrive à passer des recommandations qui sont données sur la base d'associations statistiques, etc., à des recommandations pour tout ce qui est en vert est bon, tout ce qui est en rouge est mauvais, pour prévenir le cancer du côlon, qui sont basées élément par élément sur des études spécifiques qui ont trouvé des chemins physiopathologiques spécifiques. Avec la complexité pour notre tête à comprendre que chacun de ces facteurs apporte une petite différence, mais que l'ensemble des facteurs, si on les met tous ensemble, explique pourquoi le cancer du côlon et du rectum, chez les Japonais d'il y a des années 50, avait une incidence de 5 pour 100 000 sujets par an, et maintenant une incidence de 50 pour 100 000 sujets par an. Et la même chose dans certains pays de l'Europe du Sud, où l'incidence du côlon a augmenté de 10 fois. On va dire de 10 fois pas parce qu'un seul de ces facteurs a changé, mais parce qu'un ensemble de facteurs a changé. Donc c'est la complexité aujourd'hui pour la prévention des maladies chroniques et de cancer, de 1. Comprendre que chaque facteur est très faible, 2. Comprendre que prévention de la plupart des cancers et prévention cardiovasculaire et prévention du diabète sont très superposés, au point que dans beaucoup de pays en Europe, on réfléchit sur le fait qu'on devrait arrêter de parler spécifiquement de prévention du cancer, mais on devrait parler de promotion de la santé. Donc, ça, c'est un thème de réflexion sur lequel je vous laisse et je vous remercie pour votre attention.
Applaudissements